Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur la santé et l'invisible. Quand j'ai rencontré le rêve pour la première fois en 2016, donc le réseau des entendeurs de voix, j'ai découvert une grande famille d'êtres humains, des personnes rétablies de leur souffrance mentale, d'autres en plein chemin, des professionnels de santé, des proches, des amis, tous réunis par un désir commun de s'entraider face aux douleurs et aux expériences qui parfois dépassent l'entendement. Ce jour-là, je me suis sentie profondément à ma place et j'ai compris qu'il existait un endroit où l'humain était placé au centre. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'expérience de Yann de Robert, qui est psychologue et qui a contribué à faire exister ce mouvement en France. Bonjour Yann. Bonjour Audrey. Est-ce que cette petite présentation te va? Oui, elle me va. J'ai envie de préciser que le rêve, c'est le réseau sur l'entente de voix et pas le réseau des entendeurs de voix. C'est important parce que c'est justement, comme tu le disais, un espace où tout le monde est bienvenu, quelles que soient ses expériences. Et donc, on a envie de le signaler aussi dans le nom. Même si c'est aussi important pour beaucoup d'entendeurs, entendeuses, de dire que ce mouvement leur appartient aussi. Donc, pourquoi pas les deux appellations, mais j'aime bien aussi rappeler à l'origine qu'on a voulu signaler que c'était ouvert à toute personne, quelles que soient ses expériences. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes ce qui t'a poussé à croire qu'un autre regard sur les voix et sur toutes les expériences humaines était possible. Qu'est-ce qui a rendu le rêve nécessaire en France? Euh, alors, ben, je vais raconter un peu comment moi, j'ai fait la rencontre du mouvement sur l'entente de voix, c'est-à-dire que le mouvement international, puisque moi, je dis toujours que au départ, ma démarche de création du rêve en France, c'était un processus d'importation, pour être honnête. C'est-à-dire que j'ai pas inventé le mouvement, j'ai pas inventé l'approche. Je l'ai découverte et j'ai eu envie de la faire vivre avant tout pour moi, en fait, en France. C'est-à-dire que, et cette rencontre, ben, elle s'est faite alors en plusieurs étapes. Euh, la première, c'est que, enfin, moi, j'étais pas. Enfin, d'abord, la psychologie, parce que tu précisais que j'étais psychologue. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai une formation de psychologue. Après, là aussi, souvent, j'aime bien préciser que je ne me reconnais pas dans beaucoup de pratiques de psychologue. Donc, ce n'est pas forcément une appellation que je revendique, même si j'en ai pas honte non plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai une formation de psychologue. Mais quand j'ai fait cette formation-là, qui était une reconversion pour moi, j'étais pas du tout intéressé par les troubles de santé mentale. J'étais pas intéressé, en tout cas pas par la psychiatrie. J'étais intéressé par le développement de l'intelligence chez l'enfant. C'était ce qui m'avait rendu curieux parce que à l'époque, je travaillais avec des enfants, des jeunes, et que j'étais fasciné par leur façon d'appréhender les sciences, puisque je leur proposais des activités scientifiques et que je voyais des approches complètement différentes. Et ça m'a rendu curieux, en fait, quelque chose que je connaissais pas du tout. Donc, je suis retourné à la fac pour ça, pour apprendre des choses sur ce processus de développement, comment il pouvait se décliner de façon différente selon les individus. Et bah, malgré tout, j'ai quand même choisi, donc il y avait quelque chose qui devait me titiller, tu vois, quelque part profondément, parce que j'ai quand même choisi la psychologie clinique. C'est-à-dire que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire la psychologie du développement. J'ai quand même choisi ça. Je pense qu'il y avait un petit peu aussi peut-être une peur, enfin, il y avait cette idée que peut-être c'était plus pratique, plus appliqué, que quelque part il y aurait peut-être plus de débouchés, même si à l'époque on disait qu'il n'y en aurait absolument pas du tout, qu'on n'aurait jamais besoin de psychologue. Avec quelques années de recul, c'est assez drôle de voir aujourd'hui les besoins criants. Et, mais en tout cas, voilà, j'ai choisi psychologie clinique et donc dans ce processus-là, j'étais contraint, obligé de faire un stage en psychiatrie. Et ce stage, je l'ai fait dans un endroit où je pourrais regarder le moins possible les troubles psychiatriques parce que ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai choisi une clinique de psychothérapie institutionnelle parce que j'avais une amie qui m'avait dit, oh, Yann, faut que tu y ailles, c'est un lieu magique, c'est complètement différent. Et donc, et il y avait aussi des principes d'organisation du travail basés sur l'autogestion.
Et en fait, j'y suis allé pour ça. C'est-à-dire que j'avais envie de regarder, tiens, comment fonctionne une entreprise en autogestion? Puisque ça, c'était un autre de mes centres d'intérêt qui était l'organisation du travail, comment les gens peuvent trouver plus de signification dans leur travail, etc., plus de satisfaction. Donc, je suis allé voir ça, mais c'était quand même une clinique psychiatrique. Et donc, j'ai quand même vu ce que faisait la psychiatrie, parce que en dépit des discours sur la psychothérapie institutionnelle voilà, qui s'auto-flattent d'être différentes, en fait, moi, j'ai vu des choses qui m'ont profondément choqué. C'est-à-dire que la première chose que j'ai vue, c'est que moi, dans ma grande naïveté, les troubles psychiatriques, c'était dans la tête. C'est-à-dire que je me disais, ben, c'est dans la tête, ça ne se voit pas. Et la première chose que moi j'ai vue dans cette clinique, c'est que ça se voyait en fait. C'est-à-dire que les personnes étaient métamorphosées physiquement et au point parfois de très loin ressembler à une silhouette humaine, mais vraiment de très 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 loin. D'ailleurs, si on regardait de trop loin, on n'était pas tout à fait sûr que c'était une silhouette humaine. Et ça, pour moi, ça a été un choc. Je ne savais pas quoi faire de ça. Et puis l'autre chose quand même, c'est que bah, malgré tout, j'ai lu sur la psychothérapie institutionnelle, j'ai lu sur les principes de faire tomber les barrières soignants soignés, etc. Et en fait, moi, je les voyais partout dans la clinique. C'est-à-dire que tous les espaces étaient séparés, même l'endroit où moi je logeais, qui était un wagon de train, alors c'était censé être hyper poétique, métaphorique, etc. Parce que comme stagiaire, je suis de passage, je suis donc dans un wagon de train, parce que ça, voilà, ça symbolise le passage, blablabla, blablabla. N'empêche qu'on me recommandait bien de fermer les portes à clé parce qu'on ne sait jamais en fait si les pensionnaires venaient. Euh, et tout plein d'espaces comme ça, complètement divisés, séparés, distingués, etc. Donc je me suis dit, mais c'était pas satisfaisant. Et, hum, et un jour, j'étais au milieu de cet endroit-là. Et parce que j'étais très contrarié aussi, parce qu'on me mettait pas mal de bâtons dans les roues pour faire mon travail de recherche sur place, mon mémoire de recherche, euh, j'ai lu j'ai fait des recherches, etc. Et je suis tombé, et je me vois encore, j'étais au milieu de cette clinique, et je lis le passage où Marius Rome s'adresse. Donc Marius Rome, c'est le psychiatre à l'origine du mouvement sur l'entente de voix. Et je le lis, ouais, parler à... C'est une citation, en fait, où il parle à un psychologue anglais, et il lui dit, j'aime beaucoup le travail que vous faites, mais vous voulez soigner les entendeurs de voix alors que moi, je veux les libérer. Et il ajoute, je pense que les entendeurs de voix sont comme les homosexuels dans les années 50, qu'ils ont besoin de libération et pas de soins. Et là, il y a un espèce de mouvement de résonance qui s'est fait en moi parce que, étant moi-même homosexuel, ayant eu moi-même besoin dans ma vie de créer, c'est-à-dire qu'à la fac, j'ai créé avec un ami une association gay et lesbienne. Et j'en ai eu besoin, c'est-à-dire que moi, cette libération, c'est pas une théorie, c'est pas une fascination pour des mouvements ailleurs, je sais pas où, en Amérique du Sud, je sais pas quoi. C'est dans ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle s'est produite et moi, j'ai des images dans ma tête qui sont pour toujours associées à ce processus-là, où je me vois encore, parce qu'on avait créé cette association, parce qu'on rencontrait des personnes avec qui tout d'un coup on pouvait se comporter sans faire semblant. Ben, en fait, tout d'un coup, j'avais une place dans le monde. Et ça, pour moi, c'est resté. Il y a eu un avant et un après. Et donc, quand Marius parle de ça pour les entendeurs de voix, tout d'un coup, moi, les barrières, elles tombent à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je ne fais plus un eux et nous. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, si cet homme est sérieux, moi, j'ai quelque chose à faire. Je sais faire ça, en fait. Je l'ai déjà fait pour moi et il y a une possibilité. Et donc, je tape Marius Rom sur Internet. On est en 2009. Et c'était la date du premier congrès mondial sur l'entente de voix, c'était l'année à Maastricht, aux Pays-Bas. Donc je m'inscris, je me dis, je vais aller voir en fait s'il est sérieux. Et quand j'arrive à ce congrès, donc moi j'étais à l'époque, enfin j'avais déjà fait de la recherche en neurosciences. Je savais ce que c'était qu'un congrès de recherche, hein, parce que c'est un congrès scientifique, le congrès sur l'entente de voix. Donc j'étais pas préparé à ce que j'allais découvrir, parce qu'en fait chaque jour du congrès démarrait par des témoignages de rétablissement.
Et donc pendant 1 heure et demie, 2 heures, ben, chaque matin, moi j'ai pleuré. C'est-à-dire que j'ai pleuré parce que d'une part, j'étais touché, parce qu'à la fac de psycho, on m'avait appris la schizophrénie, donc je pensais que je savais quelque chose sur la schizophrénie. Donc la première chose, c'est que je constatais que je savais rien. La deuxième chose, c'est que les personnes qui parlaient, elles me touchaient profondément, elles me touchaient par euh, leur capacité euh, à éclairer leur parcours, à réfléchir sur ce qui leur a été arrivé, à faire des liens, à donner du sens pour moi. C'est-à-dire, bien sûr qu'elle donnait du sens pour elle, mais elle donnait du sens pour moi aussi, à me donner du sens à des trucs qui n'en avaient jamais eu à travers toutes les théories qu'on m'avait enseignées. Et, et que j'avais envie de les rencontrer, en fait, et que je les trouvais belles. C'est-à-dire que je les trouvais belles, en fait. Et donc voilà, ça m'a complètement bouleversé. Et puis l'autre chose aussi, et là ça va, je vais revenir du coup à ta question, quelle nécessité en France, c'est que c'était un congrès où il y avait 300 personnes. J'étais le seul Français. Et même si c'était le premier congrès mondial, il y avait déjà eu des rassemblements, des rencontres, etc. depuis une vingtaine d'années. Et que j'étais le premier Français qui rencontrait. Donc j'ai eu plein de questions. C'était pourquoi il n'y a rien en France? Pourquoi il ne se passe rien en France, etc. Et je suis revenu avec ces questions-là parce que je ne comprenais pas. Je me suis dit, bah, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas. Ça paraît complètement fou. Euh, Surtout quand on connaît, enfin en tout cas moi, pour avoir croisé plein de psychologues qui se disent, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour les personnes psychotiques, entre guillemets, et qui restent dans cette impuissance, qui restent dans cet accompagnement du soin médical qui produit du handicap et qui sont dans cet accompagnement de à la résignation, à accepter le handicap, les limitations, etc. Et donc, c'est vrai que c'était bizarre qu'il n'y ait rien eu de fait. Et donc, bah ouais, je suis rentré avec une certitude. C'était la certitude pour moi, c'était de démarrer un groupe parce que ben, en fait, j'étais en train de refaire ce que j'avais fait avec des amis à la fac pour notre association gay et lesbienne. Donc ça, je me dis, bah ouais, c'est hyper naturel, créer une association, démarrer un groupe. Euh, et puis, une colère et une curiosité associées, c'est-à-dire que j'étais curieux de voir comment ça allait être reçu à la fac, puisque je devais quand même finir mes études. Enfin, je devais. En tout cas, j'avais l'intention de le faire. Euh, et, et ouais, et peut-être de rencontrer, c'est-à-dire à force de rencontrer des gens, puisque je connaissais personne en fait dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, de voir comment les gens allaient réagir à cette proposition. Et voilà, donc ça, c'était les tout début du rêve en France où, stagiaire de fin d'études en psycho, j'étais dans ma petite chambre, de ce que j'étais aussi, j'ai fait un stage dans un hôpital psychiatrique dans le nord de la France, et j'étais dans une chambre où le soir, je rédigeais les statuts, je concevais le logo du rêve, j'imaginais le nom, etc. Je rédigeais une présentation, le flyer qui n'a pas changé depuis, c'est toujours le même texte, etc. J'imaginais, je rêvais, j'ai créé un site web. C'est très drôle parce que j'ai créé un site web sur un site que moi j'hébergeais depuis des années où je faisais pas grand-chose qui s'appelait Antifrimeur. Et, et donc j'ai mis une extension. Et c'est très drôle. C'est très drôle parce que un jour, le premier congrès où j'ai présenté le rêve, en fait, j'avais mes flyers et ça, et il y avait l'adresse avec antifrimeur/rêve. Et il y a une dame de la Fondation de France, donc qui distribue de l'argent aux associations, qui venait à me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est? Donc je lui présente l'association, etc. Et elle regarde, elle dit, mais pourquoi anti-frimeur? Et là, c'est comment expliquer anti-frimeur? Parce que c'était du fait maison, en fait, donc c'était à Bah partir ouais. du temps, etc. Et voilà les débuts du rêve. Et après, c'était, enfin, si tu veux, pour moi, en fait, c'est que des rencontres, hein. C'est que des rencontres, des rencontres, des rencontres, des rencontres. Et ouais, et du coup, c'est une histoire qui, moi, m'a transformé aussi, euh, et qui continue de me transformer. C'est-à-dire que quand on... Et c'est marrant parce que quand je regarde les documents que j'ai rédigés, par exemple sur les formations, etc., au départ, je mettais aussi même si je disais pas je, eux, etc., il y avait un eux et nous. Et si tu regardes maintenant, il a disparu. En fait, il n'y a plus qu'un nous. Parce que, ben,
pour moi, c'est impossible de penser une séparation, en fait, entre les personnes en fonction de leurs expériences. Mm. Ouais. Et ça me touche profondément parce que ça rentre en résonance, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu quand j'ai rencontré, quand je suis venue au congrès en 2016 à Paris, par un concours de synchronicité Mm. incroyable. J'étais en lien avec Muriel Saint-Saëns, tu vois, au Canada. Et elle me dit, mais il y a un congrès en France, vous êtes en France, mais venez. Et ok, j'avais regardé sur mon agenda, j'avais rien ces 2 jours-là. Bon, bah j'y vais. Mm. Et je m'attendais pas du tout à ça non plus. Et je me vois encore, je me vois encore en fait devant le témoignage de Muriel avec Vincent à côté. Et je pense c'était une toute petite salle, elle était bondée, on était tous debout parce qu'il n'y avait pas de place. Et je pense qu'on était 50 dans cette petite salle. Et je pense qu'on était 50 à pleurer Mm. tellement le témoignage était bouleversant et moi il m'a transformée vraiment. Cette expérience-là, elle est venue bouleverser et puis tout ce qui a suivi parce que ça n'a été que le début de ces 2 jours que j'ai passés et c'est vrai que ouais, on est loin de s'attendre à ce qu'on va trouver quand on vient au rêve, en fait. C'est vraiment ça. Et moi, c'est ce côté nous, enfin, je me sentais à ma place. Enfin, je trouvais. Alors, j'avais quitté la psy depuis des années. Tout m'y ramenait, mais je voulais pas y aller, tu vois. Et là, enfin, j'avais un endroit, je trouvais un endroit où ça résonnait avec ce lien, en fait, et cet humain placé au centre. Et finalement, il n'y a pas de différence, en fait. Mm. Et moi, c'est vrai que, comme toi, je pense que ça, le fait de monter un groupe, voilà, là où j'habite, de le co-faciliter, ça m'a profondément transformée en fait. Mm. Mm. Vraiment, à titre individuel, ça m'a permis de désapprendre, de déconditionner finalement tout ce que j'avais appris euh, et de voir une toute autre réalité qui est beaucoup plus qui résonne beaucoup plus avec ce que je suis finalement. Voilà. Mm. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un épisode là-dessus, parce que euh, le rêve, pour moi, c'est vraiment déjà un endroit où les personnes parlent en leur nom propre. Hein, voilà, où finalement c'est un espace où la maladie, le rétablissement, la douleur, tout ça se côtoie en fait. Mm. Euh, et ce qui m'a profondément marqué, c'est la force du lien. Mm. Et j'aimerais vraiment que, voilà, que peut-être que tu nous partages euh, l'évolution que tu as vue par rapport à ça, parce que bon, depuis 2009, voilà, Mm. ça fait un petit moment, voilà. Mm. Tu veux dire la force du lien? Tu parles de quoi quand tu parles de la force du lien? Et ben en fait, moi, ce que j'avais comme représentation de la personne qui était en souffrance et qui passait par la psychiatrie, c'était quelqu'un d'isolé. Mm. Quelqu'un que, voilà, une personne finalement qui était très isolée, qui avait un vécu extrêmement difficile. Et c'est ça que j'entends finalement. Enfin, moi, ce que j'ai découvert au rêve, c'est vraiment ce changement, enfin, cette force en fait de remettre du lien Mm. dans des situations qui sont, qui isolent parfois les gens. Hmm. Oui. Ben, alors moi, pour moi, en fait, je dirais qu'il y a la force du sens. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, enfin, mon sentiment, c'est vraiment que ce qui crée, enfin, l'étincelle qui réactive le lien, c'est le sens. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose qui a du sens, euh, en fait,
pour moi, alors je ne veux pas forcément faire un discours par rapport à la psychiatrie, mais c'est vrai que malgré tout, si tu veux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, oui, on m'a enseigné beaucoup de choses sur la schizophrénie, entre guillemets, ou les troubles psychotiques en général. Et rien n'a de sens, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive, et d'ailleurs, on nous dit, ah oui, mais alors après, il faut prendre le temps en stage, blablabla, blablabla. Mais en fait, il faut prendre le temps parce que rien n'a de sens. C'est-à-dire que ce qui nous a été donné ne permet pas d'éclairer la réalité. En fait, c'est quelque chose qui semble la masquer. Moi, c'est ça qui, pour moi, est quelque chose qui est devenu flagrant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour masquer en permanence la réalité. Et donc, pour moi, le lien, si tu veux, il se produit à chaque fois parce qu'on arrive et qu'on dit quelque chose qui est vrai et qui a du sens. Moi, l'expérience, c'est, tu mentionnais tout à l'heure Vincent, et on est allé dans plein d'endroits ensemble, tous les deux. Moi, à faire, parce que c'était un peu mon rôle, une présentation générale du rêve, et Vincent a partagé son témoignage et son parcours. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça m'a gonflé aussi. Tu vois, j'avais envie de parler de mon parcours aussi quelque part, parce que c'est vrai que Mais on essaye de rendre accessible aussi la proposition du rêve, parce que malgré tout, elle est tellement extraterrestre que quelquefois, on est obligé de mettre un peu des formes. Donc voilà, moi j'accepte de jouer ce rôle-là, même si ça commence à me peser un peu. Mais on fait ça. Et pour moi, si tu veux, ce qui se passe, par exemple, c'est qu'on va aller dans un groupe d'entraide mutuelle ou un espace où il y a des personnes qui ont été psychiatrisées du fait de leurs expériences. Et dès l'instant où on a dit, ben en fait, on n'entend pas des voix par hasard. Les voix sont associées à des choses qui nous sont arrivées dans nos vies. Tout d'un coup, les gens sont comme ça. C'est-à-dire qu'avant, ils sont, parce que souvent, ils sont dosés par les médicaments, etc., qui sont, et tout d'un coup, c'est quoi? Quoi? Euh, et si c'est plus détaillé, donc par exemple un témoignage, un parcours personnel comme celui de Vincent ou comme celui de Muriel que tu disais tout à l'heure, où là on met les points sur les i, c'est-à-dire que oui, il m'est arrivé ça, j'ai été abusé sexuellement et ça a eu tel écho dans ma vie, etc., etc. En fait, les gens viennent nous voir, c'est-à-dire qu'ils trépignent d'impatience pour dire, moi aussi. Moi aussi, il s'est passé ça. Moi, il m'arrive ça. Moi, c'est ça. C'est ça qui se passe, en fait. C'est que soit on vient déblatérer un truc qui n'a pas de sens pour les gens. Et moi, ça, je l'ai vu, par exemple, c'est très, très drôle parce que ce qui s'est passé dans les années suivantes, en fait, c'est que, parce que moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'organiser le congrès. Le congrès mondial sur l'entente de voix à Paris, c'était tchouc, tchouc, tchouc. Donc dès le début, alors que bah, au début c'était un peu compliqué à faire quand même, mais du coup on a commencé par faire des rassemblements où c'est beaucoup plus simple parce qu'on dit juste bah, on se retrouve, etc. Et donc à chaque fois que j'allais animer une formation quelque part, hop, après on organisait le rassemblement à cet endroit-là et hop, tac, donc on gardait le lien parce qu'on était venu dire des choses qui avaient du sens, que les gens s'étaient raccrochés à ce sens-là et que du coup ils avaient envie de faire quelque chose parce que ça a du sens. Donc on a de l'énergie quand ça a du sens. On a envie, etc. Et donc ce lien, il existe pour moi sur le terreau du sens. Et, euh, et, et chaque fois, c'est ce qui se produit. Et donc l'anecdote drôle, c'est que je me souviens, c'était le premier rassemblement à Nancy et on l'avait organisé avec les membres du groupe d'entendeurs de voix qui avaient démarré sur place suite à la première formation que j'avais animée là-bas. Et c'était drôle parce que du coup, alors je parle avec des noms qui semblent un peu mettre des catégories, mais bref, les entendeurs, entendeuses qui étaient avec nous, euh, en fait, dès l'instant où on commençait à parler budget, logistique, ben, ils sortaient de la salle en fait parce qu'ils n'en avaient rien à cirer. Et je trouvais ça tellement classe, c'est-à-dire de dire, bon, ça c'est votre problème en fait, puisque vous voulez créer des catégories en nous disant qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, ben, vous allez faire ça, puis nous on reviendra quand on parlera des trucs qui ont du sens, quoi. C'est ça, en fait. Et pour moi, bah ça, je trouve que ouais, c'est un super enseignement de se dire, mais en fait, on est toujours en train de mettre d'abord les trucs logistiques, les trucs. Alors, il faut un budget, il faut de l'argent, il faut machin, etc., etc. Mais en fait, non. Et nous, au rêve, enfin, moi, ce que j'adore montrer au rêve, c'est qu'on peut faire avec quasiment rien à partir du moment où on a des choses à dire qui ont du sens.
et que effectivement le lien en fait va amener les ressources. C'est-à-dire que nous, on fait toujours avec les ressources que les personnes nous amènent. On fait pas parce qu'on a les moyens d'organiser quelque chose. Le seul moyen, en fait, c'est d'être en capacité d'établir du lien. Et, hum, et c'est, ouais, ça c'est pour moi, c'est toujours un émerveillement, en fait. Et ça se transforme euh, en fonction des lieux, en fonction des personnes, ça prend des formes différentes. Et là, le rassemblement la semaine prochaine, il aura encore une forme probablement différente. Et c'est toujours, oui, un émerveillement de voir exister cette communauté d'êtres qui sont reliés par ce sens partagé. Oui, oui. Et d'ailleurs, tu utilises souvent accueillir toutes les expériences humaines, ce que je trouve très très juste, hein, qui est finalement quelque chose de très profond. Si on va dedans, est-ce que tu peux un petit peu développer, parce que finalement le rêve, comme tu le disais au début, c'est pas que les voix, Hmm. c'est toutes les expériences humaines. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est beaucoup plus large. Oui. Alors, oui, oui, donc ça, c'est un. Pour le coup, ça reste quelque chose qui est un peu un défi qu'on s'est lancé. Alors, pour moi, c'était une nécessité. C'est-à-dire que pour moi, c'était une nécessité qui allait de pair avec le fait de la disparition du eux et nous. Et que, ben, ouais, moi, enfin, ça m'est arrivé régulièrement de voir la déception dans le regard des personnes qui pensaient que j'étais entendeur de voix, entre guillemets, alors que c'est vrai que, même si aujourd'hui, moi, enfin, ces catégories n'ont absolument plus aucun sens pour moi, mais je continue d'utiliser les expressions quand même. Mais c'est vrai que non, je peux pas me dire, bah oui, oui, j'entends des voix, etc. J'ai d'autres perceptions qui s'imposent à moi ou qui peuvent. Mais sous la forme de voix, je peux pas, non, à force d'entendre, enfin, d'entendre des témoignages, etc. Non, je peux pas dire que ce soit une expérience que moi j'ai. Donc, alors que en parlant avec cette ouverture, les gens ont souvent cru que c'était le cas. Et donc, quand je leur disais non, mais en fait, non, ils étaient déçus. Et donc, pour moi, il y avait cette préoccupation de se dire, tiens, comment on fait pour que. Et oui, et aussi parce qu'on a été pas mal sollicité au rêve avec des personnes qui disaient, mais moi, j'entends pas de voix. Et en fait, ce que vous proposez, ça me parle quand même. Et donc, c'était de préciser, mais il n'y a pas de problème, en fait, bienvenue. Donc, il y avait ça, il y avait un besoin pour moi aussi, mais il y avait aussi ça. Et puis, il y a enfin, cette évolution dans mes représentations, en fait, que ben, si tu veux, l'approche des entendeurs de voix, elle reste, pour moi, conçue et définie par rapport à la psychiatrie. Et moi, en fait, j'ai un truc qui m'a toujours fait envie, ce serait de me dire, tiens, puisqu'en fait, moi, mon rêve à moi, avec un E à la fin, c'est qu'on n'ait plus besoin de la psychiatrie. C'est-à-dire et pour moi, je crois vraiment, je suis convaincu que si on cultivait, si on développait, si on entretenait notre capacité à accueillir la diversité de nos expériences, on n'aurait pas besoin de la psychiatrie. Donc, c'est pas un objectif en soi. Je m'en fiche un peu que la psychiatrie existe ou n'existe pas. Mais moi, en tout cas, j'ai envie, tu vois, de poursuivre ce chemin, cette exploration pour se dire, tiens, mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si on formulait cette proposition d'accueillir, c'est-à-dire pas d'aménager la relation, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et on accompagne les personnes dans le fait de faire évoluer la relation qui est devenue compliquée avec leurs expériences, etc. Mais si on se proposait d'accueillir, en fait, et que chaque personne, c'est-à-dire pas des professionnels de santé, mais par exemple des bibliothécaires, les gens dans les services publics, les personnes qu'on rencontre, la caissière, je ne sais pas, en fait, c'était avec cette capacité, si on était tous et toutes avec cette capacité à accueillir la diversité des expériences, de nos expériences avant tout, mais aussi chez l'autre, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, voilà, c'est cette proposition que moi, j'ai eu envie de porter au sein du rêve et que j'ai défendu. Donc là, aujourd'hui, on l'affiche effectivement, même s'il y a un reste identitaire de réseau sur l'entente de voix, de réseau d'entendeurs de voix, etc. Mais il y a quand même cette ouverture qui s'est produite et qui continue d'alimenter nos réflexions. Enfin, moi, j'ai quand même, enfin, je suis assez fier qu'on le fasse parce qu'on est les seuls au monde à le faire comme ça.
Et j'aime bien en fait qu'on porte ça au sein du mouvement international, et qu'on porte cette envie-là, cette ouverture-là. Et, euh, et c'est super intéressant. Là d'ailleurs, parce qu'il y a eu, on a fait une expérience de créer un réseau paranoïa avec 3 personnes. Donc il y avait Vincent, ma maman et moi dans le réseau paranoïa. Et en fait, on est resté à 3 membres dans le réseau paranoïa. Et parce que c'était difficile de s'investir dans une deuxième association, parce qu'on l'a créé à côté du rêve. Donc en fait, il est mort de sa belle mort, le réseau Paranoïa, mais il y a toujours eu envie de laisser une place à d'autres expériences, donc entre autres la paranoïa. Donc là aussi, comme on va le faire dans le congrès la semaine prochaine, mais aussi toutes expériences. Et aussi, oui, une autre chose aussi, c'est que les entendeurs, ça n'existe pas en fait, des entendeurs. Personne ne fait qu'entendre des voix. Tu vois, c'est-à-dire que il y a toujours une richesse d'expérience, une diversité d'expériences, et c'est pas que entendre des voix en fait. Et même les voix. Enfin, c'est hyper réducteur, mais ça aussi, c'est des héritages de la psychiatrie, c'est des héritages des classifications, des critères diagnostiques, etc. Donc, tu vois, pour moi, c'était comment on sort de ça sans être en permanence en train d'aménager par rapport aux discours psychiatriques. Et c'était la proposition radicale de se dire, mais en fait, on va pas être dans l'aménagement, on va être dans l'accueil. Euh, et de voir ce qui se produit en nous aussi quand on fait ça. Ça, c'est quand même assez enthousiasmant. Pour soi-même, en fait, déjà et avant tout, de se Ah dire, ouais, c'est clair. accueillir ce qui se passe pour soi. C'est clair. C'est clair, c'est un véritable bouleversement d'oser être qui on est. Alors moi, quand tu vois, moi j'ai eu un phénomène de voix, en fait, versus médiumnité. Donc moi, quand j'avais ce côté et infirmière en santé mentale, et entendeuse, et moi ça m'allait très bien l'étiquette d'entendeuse, justement parce que peut-être qu'il y avait aussi, euh, à l'époque où je co-animais ce groupe, en fait, le fait de co-animer m'a tellement montré l'autre versant difficile, déjà de l'hospitalisation. Après, loin de moi l'idée de faire un procès à la psychiatrie, hein, c'est pas ça du tout. Mais ça me l'a montré, ce versant-là, quand même. et, et finalement, moi, j'étais là avec mon phénomène de voix sans avoir jamais été hospitalisée, sans même m'être jamais sentie malade, tu vois. Et en même temps, avec une posture qui était pas encore très claire. Qu'est-ce que je faisais là? Je ne sais pas, mais j'étais là. Enfin, la vie m'a ramenée, tu vois, par ce biais-là. Et l'expérience a été très intéressante. Jusqu'à, finalement, alors, moi j'ai utilisé mes connaissances de professionnel, si tu veux. Bon, il faut faire connaître ce groupe. Allons voir les professionnels de santé. Voyons voir ce qui se passe. Allons voir les journalistes pour faire un article dans le journal. Et je me souviens très bien le jour où, en fait, le journaliste est venu. Et d'un seul coup, en fait, alors là, il est venu, tout le monde a pu s'exprimer, etc. Donc évidemment, il a pris des photos, il repart, et moi je sens, mais vraiment physiquement, un soulagement de enfin, je peux être qui je suis. Tu sais, vraiment quelque chose qui se libère, et d'un seul coup, le mental qui revient en disant ah, mais mon Dieu, ça va paraître sur le journal, il n'y a personne de ma famille qui sait ce que j'ai vécu. Tu vois, et en même temps, vraiment un soulagement de dire, mais et tu vois, cette libération dont tu parles, elle est valable pour tout le monde en fait. Hmm. Quelle que soit notre position. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que justement, le fait de venir, eh ben, ça nous emmène justement dans ce nous. Hmm. Et prenons soin du nous, parce qu'en fait, ça nous met face à nos propres souffrances, ça nous met forcément, en fait. Et Hmm. je trouve ça juste merveilleux. Hmm. Vraiment, vraiment. Hmm. C'est pour ça que moi, l'expression, voilà, d'accueillir toutes les expériences. Quand je suis partie en 2016, le groupe, je suis partie de Paris, j'ai fait 3 téléphones, tout s'est aligné, tout s'est mis en place. On me donnait un lieu, Hmm. des gens qui étaient là pour venir parce qu'ils attendaient qu'on monte un groupe sur Besançon. Enfin, tu vois, un truc, tout s'est mis en place en rien de temps, tu vois, Hmm. comme si c'était déjà là, quoi.
Et toi, tu t'es là et tu constates et tu dis, et moi, évidemment, mon côté réflexif, je me dis, mais en fait, ça marche pour tout. Donc Mm. moi, ayant vécu des violences sexuelles dans mon parcours, bah, Mm. tout de suite, en parallèle, j'ai mis un autre groupe en place, tu vois, j'ai monté une association pour mettre un autre groupe en place autour Mm. des violences sexuelles. Mm. Et forcément, ça a fonctionné pendant plusieurs années aussi. Ça s'est arrêté parce que Covid, etc. Et ça fonctionne encore un tout petit peu, mais plus du tout sous cette forme-là. Mais voilà, c'est juste incroyable ce que cette rencontre, finalement, quand je prends le recul, dans mon parcours, waouh, elle m'a libérée, moi aussi, quoi. Mm. Mm. Tu vois, pas au niveau du phénomène de voix, ou quoi que si, parce que quand même, moi je me posais beaucoup de questions et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce que j'avais vécu et pourquoi il y en a qui basculaient dans la pathologie, pourquoi moi j'avais pas basculé dans la pathologie alors que je me suis réellement sentie sur un fil et que j'aurais, tu vois, c'était tout ce parcours autour de ce phénomène-là. Donc en fait, on est tous plus ou moins attirés pour des raisons ou des autres, hein. Oui, 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 tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mais tu parlais tout à l'heure du fait qu'au rêve, on parlait enfin, pour soi-même, en son nom propre, en fait. Ça pas, pas avec son statut, ça pas avec ses étiquettes, etc. Et pour moi, en fait, parce qu'il y a ce truc tu sais, autour de la libération, en fait, pour moi, la libération, ça marche si on se libère soi, c'est-à-dire que ça fait envie aux autres. Mais c'est pas qu'on libère les autres. Et ça, pour moi, c'est un grand dilemme dans la santé mentale et la psychiatrie, c'est qu'il y a ce truc de faire pour les autres. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça n'est pas possible. On ne peut pas libérer quelqu'un d'autre, on ne peut pas soigner quelqu'un. Par contre, on peut inspirer quelqu'un et on peut dire des choses qui ont du sens, comme je disais tout à l'heure, ce qui va faire que les gens vont se mettre en mouvement. Mais il y a vraiment ce paradoxe. Et pour moi, ça reste, par exemple, si je peux aussi parler de mes frustrations au sein du rêve, parce que j'en ai quand même. Moi, ce qui reste pour moi une grande frustration, alors je suis pas constamment en train de chercher à la dépasser, mais en tout cas où j'ai fait des tentatives, c'est par rapport aux parents. C'est-à-dire que pour moi, la population des parents en général, alors je ne veux pas généraliser abusivement, mais souvent, il y a une espèce d'énorme résistance à faire pour elles et eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils sont là pour leur enfant qui n'est plus un enfant. Et ça n'est que ça, en fait. Et du coup, ben, ça bloque complètement. Du coup, souvent, ça va bloquer l'accès d'ailleurs pour l'enfant en question au rêve, ce qui est bien dommage. Mais c'est surtout que pour les parents eux-mêmes ou elles-mêmes, ben, il y a un truc qui ne prend pas, quoi. Et ça reste quelque chose, pour moi, ça reste une sorte de défi ou euh, tu vois, je me demande toujours, tiens, comment formuler les choses pour que ça leur fasse envie aussi. C'est-à-dire que pas pour les libérer malgré eux, mais juste qu'ils voient en fait qu'il y a une porte ouverte pour elles et eux, et que c'est ça qui marcherait. C'est-à-dire que ce serait pas de faire pour l'autre, c'est de faire pour eux-mêmes. Parce que Dieu sait si on est sollicité au rêve par des parents, ou moi dans mon activité aussi. Et il y a cette espèce d'énorme bloc quelque part qui est je sais pas où, tu vois, qui fait que ben, ça, ça passe pas forcément. Alors je veux vraiment pas généraliser abusivement. On a des parents qui sont venus au rêve et qui ont fait tout à fait ce chemin-là et dont la relation avec leurs proches s'est métamorphosée parce que tout d'un coup ils ont arrêté de parler de pathologie et de maladie et de machin et d'injonction et de ce que les autres, enfin l'autre devait faire, etc. Mais ça reste quand même, pour moi, tu vois, un truc qui... Ouais, une frustration, une frustration, c'est comme ça que je le formulerais. Ouais, il y a besoin de trouver le chemin en fait. Le Oui. chemin voilà, le chemin n'est pas encore trouvé. C'est vrai que, bah, voilà, en tant que maman, euh, c'est vrai que bah, quand ton enfant il souffre, tu souffres aussi, et que voilà, le chemin de lui rendre sa liberté de choix et de voler de ses propres ailes, c'est pas simple.
Voilà, c'est vraiment un processus qui se fait euh, dans la confiance, en fait. C'est ça, tu sais. Il y a cette histoire, j'y mettrais non seulement une dimension spirituelle, avec le sens que ce que vit la personne, aussi difficile soit-il de ses expériences, c'est que ça a du sens Mm. pour la personne et pour l'entourage. Tu Mm. vois, et ce chemin-là, pour les parents, ben, c'est pas simple. Hein. Voilà, ça demande non seulement d'accepter que l'enfant, qui est souvent effectivement un adulte, d'autant plus, je dirais, donc que l'enfant a des capacités à rebondir, a des capacités à s'en sortir, mais c'est aussi parce que dans ce qui est proposé dans le courant dominant, c'est pas présenté ça. Mm. Très peu, en fait. Tu Mm. vois, c'est très peu présenté comme ça. C'est, ben voilà, vous avez des symptômes, c'est une pathologie, et on va euh, tendre vers quelque chose qui va vous stabiliser, quoi, tu vois. Mm. Et alors que dans le rêve et dans le processus de- d'émancipation, je vais dire, de reprise je dirais même pas ça, j'ai presque envie de dire que cette liberté, c'est la vie qui se réveille en nous, qui va nous permettre de faire ce processus de... Tu sais, moi, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est finalement ce processus d'individuation de Jung, en fait, hein, où finalement tu reprends, tu fais toi-même ta propre histoire de ce que tu as vécu. Et c'est pas Mm. quelqu'un qui vient te dire c'est ça, ça, ça. C'est toi qui, au fur et à mesure de ton évolution, va pouvoir dire et il faut déjà que la personne puisse le faire à titre individuel pour pouvoir moi, en fait, je, je, je trouve pas le mot, mais si je prends ma propre histoire avec mes propres enfants, et voilà, de dire qu'en fait, alors ils ont des douleurs minimes hein, par rapport à ce qui peut se vivre au rêve, c'est pas, mais euh, il a fallu que moi-même je sois dans ce processus de libération pour accepter que dans certaines situations, je devais lâcher mes enfants parce qu'ils rentraient c'est des jeunes adultes et qu'ils avaient leur propre chemin à faire et que c'était à eux de le faire. Mm. Et que du coup, le fait d'accepter ça m'a permis d'enlever la, la, la douleur de souffrir avec, en fait. Tu vois, parce Mm. que enfin, avec les enfants, c'est quand même cette douleur, elle est très fusionnelle. Et en fait, ça demande justement de prendre un petit peu de distance avec son propre vécu à soi Mm. pour justement pas le transposer et rajouter une couche sur bah voilà, les difficultés. Ça vaut pour tout le monde, en fait, à des échelles différentes. Mm. Mais voilà, rentrer dans la vie adulte, c'est pas facile pour certains, tu vois. Donc voilà, c'est... Ouais. Mm. Je sais pas si ça donne peut-être une piste, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, quoi. Mm. C'est que c'est déjà individuel, donc il faut que les parents puissent faire leur propre processus aussi. Après, moi, j'ai vu des parents euh, en venant finalement au rassemblement et en écoutant des témoignages justement de rétablissement, de gens qui allaient beaucoup mieux et de parcours vraiment incroyables, finalement changer leur regard. Tu vois, et me dire en fait, je comprends que mon fils était sensible. Tu vois, voilà, je comprends voilà, tu vois, vraiment en arrivant, il y a des choses que j'ai pas vues. Mm. Tu vois, et du coup, tu te dis, ah, ça y est, là, il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Tu vois, mais oui, c'est pas si simple. Mm. Mais je pense que vraiment, une force de ces rassemblements, c'est ces témoignages. C'est vraiment ça, quoi. Et, ouais. Pour moi, tout professionnel et tout parent et toute personne en fait en souffrance, quelle qu'elle soit, devrait venir écouter ces témoignages qui sont... Parce que justement, quand tu as des gens qui vivent des trucs
aussi profondément difficile, ça relativise aussi beaucoup de choses, quoi, parce que là, c'est vraiment euh, des témoignages qui sont quand même des histoires de vie qui sont extrêmement dures. Hmm. Donc du coup, ça permet de dire, mais moi, ma petite souffrance à côté, c'est bon, quoi. Mais je suis aussi là-dedans. Je suis aussi dans ce processus de d'être pleinement qui je suis avec toutes mes expériences, quelles qu'elles soient. Hmm. C'est pour ça que je trouvais en fait cette phrase accueillir toutes les expériences humaines, elle est simple, mais elle est extrêmement profonde. Hmm. Oui, 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 oui. Mais d'ailleurs, enfin, parce que, enfin, peut-être que justement une clé euh, pour ouvrir encore plus de portes, on va dire, ce serait qu'on parvienne à avoir aussi des témoignages de parents. C'est-à-dire que, parce que, comme tu le disais, c'est vrai que quelquefois les témoignages qui sont absolument enfin, très éprouvants et assez, qui peuvent être terrifiants en fait, hein, sur ce que les personnes ont pu traverser, et, surmonter, ce à quoi elles ont survécu, etc. Comme tu dis, ça a un effet de relativisation. Et cet effet de relativisation, en fait, ne permet pas de faire le parcours pour soi-même. Parce qu'on se dit, oui, mais moi, non. Oui, mais moi, non. Oui, mais moi, c'était pas. Oui, mais moi, non. Et en fait, du coup, les personnes restent dans un processus intellectuel de relativiser ce qui s'est passé pour elles, au lieu de vraiment tu vois, le regarder et de voir quel sens ça a pour elles, en fait, ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, c'est vrai que c'est bien d'un côté, parce que d'abord, pour moi, c'est parce que ça rétablit la réalité, c'est-à-dire qu'on rappelle effectivement que les personnes qui sont confrontées à des troubles graves, entre guillemets, troubles entre guillemets, ce sont des personnes qui ont traversé des épreuves de vie très importantes. Et ça, c'est super parce que ça fait du mouvement, ça crée du mouvement, ça crée des échos un peu partout. Justement, c'est les personnes qui ont vécu ce genre de parcours. L'inconvénient, si j'ose dire, c'est le fait que ça puisse figer d'autres personnes qui relativisent leurs expériences. Et du coup, qui ne vont pas être dans l'accueil, en fait, du coup, du tout, tu vois, et qui vont être plus soit dans un truc sacrificiel d'accueillir les expériences des autres, mais sans regarder les leurs, euh, soit qui vont rester à la superficie, en fait, de cette proposition et qui vont pas se l'approprier. Donc, c'est vrai que, bah, déjà, pour les professionnels, c'est difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de faire parler un professionnel sur ses expériences. Euh, alors que bah, moi, dans mon travail, à chaque fois, les gens me remercient pour ça. C'est vraiment le truc le plus important. Et, euh, et donc, ouais, je pense qu'on a encore du travail dans l'accueil de toutes les expériences humaines pour dire que c'est pas que, enfin, que c'est pas un concours de qui a le plus souffert ou qui a vécu le plus. C'est vraiment le processus d'accueil en lui-même qui, qui a cette force-là, en fait, de transformation dans nos vies. Et, hum, et on voit que c'est un challenge. Enfin, moi, je suis persuadé, par exemple, que des personnes qui ont vécu des choses terribles et qui ont trouvé une impasse en psychiatrie, en fait, elles arrivent à témoigner au rassemblement, au rêve, etc., parce qu'elles n'ont rien à perdre, en fait. Tu vois? Alors que toutes celles qui ont maintenu une apparence, et notamment justement les parents, en fait, c'est tout maintien d'apparence. Moi, ça va, moi, je tiens, moi, machin. Ben, elles, en fait, si elles lâchent, elles ont l'impression que tout va s'effondrer. Et donc, je pense que oui, on a encore un travail là-dessus pour s'encourager entre nous, s'encourager mutuellement, en fait, à parler, parler, parler et témoigner de nos expériences, quelles qu'elles soient. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que professionnel, on est profondément formaté. Au-delà de ça, hein, c'est prendre de la distance. Moi, j'ai fui d'ailleurs la psychiatrie pour ça, parce qu'on me disait que je mettais pas assez de distance. Voilà, alors que j'étais en psychogériatrie et qu'on me reprochait d'embrasser, tu sais, de faire des câlins aux gens, d'embrasser les gens. Et moi, si tu m'enlèves ça, je peux pas. Hmm. Tu vois, je peux juste pas, quoi. Et puis je comprenais pas cette notion-là. Et elle était plus difficile à mettre en place que de l'enlever, en fait. Tu vois. Hmm. Ouais, il y a encore un petit peu de.
Un petit peu de Encore chemin. encore un petit peu de chemin, mais je trouve vraiment que voilà, ce qu'il y a au rêve, ça ouvre énormément. C'est une belle, voilà, en tout cas pour moi, ça a été une belle rencontre sur mon parcours. Et pour terminer, si tu avais à transmettre voilà, une petite graine à déposer dans le cœur de ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui ou demain quand ils écouteront l'épisode, que ce soit voilà, euh, des entendeurs de voix, des proches, des professionnels, peu importe en fait. Hein, voilà, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Euh, ben, moi, j'ai vraiment envie de dire, enfin, j'ai envie de redire en fait cette image que euh, paradoxalement peut-être, si j'accueille mes expériences, en fait, paradoxalement, je crée du lien avec les autres. Parce on passe notre vie à recevoir des injonctions d'être comme ci, comme ça vis-à-vis des autres, qu'il faut être gentil, qu'il faut être bien, qu'il faut machin, etc. Et donc, on passe notre temps à se conformer en se disant que ça va bien se passer si on se contraint. Et, et ça peut suffisamment bien se passer, mais c'est compliqué, on s'épuise, etc. Et en fait, mon expérience, et je crois que l'expérience du rêve illustre ça, c'est que plus j'accueille ce qui se passe en moi, j'accueille mes expériences, plus je m'accueille moi, plus en fait les liens se font spontanément avec les autres, hein, parce qu'ils se reconnaissent en moi en fait. Et ça, enfin, pour moi, il y a une espèce de quelque chose de confortable en fait à faire l'expérience de ça à chaque fois. C'est peut-être une lutte entre guillemets parce que une fois de plus, on est tellement conditionné à penser autrement que quelque part, il faut se rappeler que c'est ça la vérité et pas l'autre. On aurait que la vérité, c'est l'autre, en fait. Mais la vérité, c'est finalement d'en faire moins, plus dans dans une dans une forme de gentillesse envers soi-même. Ou, je ne sais pas si c'est de la gentillesse, mais c'est parce que ça demande quand même un La peu, bienveillance. ouais, de la bienveillance, en tout cas Mm, d'accueillir nos expériences et le lien avec les autres, se fait spontanément. mm, mm. Ben, merci en tout cas. On n'a pas parlé, on n'a pas abordé finalement l'organisme de formation que tu as mis en place. Si tu veux juste nous en mettre toucher un petit peu, parce que je pense que c'est vraiment important de le mettre en tout cas, je mettrai le lien vers le site internet. Voilà, parce que s'il y a des gens qui ont envie d'aller voir ben, ce qui se passe au Hmm. rêve et dans cet organisme de formation. euh, Oui. Ben, lui aussi, il a évolué dans son nom. À l'origine, il s'appelait Se rétablir parce que j'étais encore dans cette idée qu'il fallait se rétablir de quelque chose. Et donc aujourd'hui, il s'appelle Vivre ma vie, tout simplement, parce que ben, c'est ce que je fais et c'est ce que je propose, c'est ce que j'invite les personnes à faire pour elles-mêmes. Juste pour expliquer un peu le nom, d'où vient le nom, en fait, c'est parce que ma mère a été confrontée à des expériences qui l'ont amenée elle-même à se considérer comme délirante à un moment donné, en tout cas d'être considérée comme délirante par la psychiatrie, d'être psychiatrisée, etc. Et à force de croiser des gens qui voulaient changer leurs proches psychotiques, en fait, je me disais, mais comment ça résonne en moi? Et moi, ça résonnait en moi bah oui, mais ma mère, elle est comme ça, en fait, je voudrais pas qu'elle soit autrement. Et moi, je veux vivre ma vie avec ma mère telle qu'elle est. Donc, je veux vivre ma vie telle qu'elle est, en fait, pas avec une version théorique qui serait corrigée, qui serait différente, qui serait mieux que ça. C'est ma vie. Et donc, c'est l'origine du nom, c'est ça, c'est vivre ma vie avec les personnes telles qu'elles sont, telles que je suis. Et donc, oui, on propose des formations. Alors, on propose des formations. Alors, on a encore des découpages parce qu'on s'adresse aussi à des publics qui sont des professionnels en psychiatrie. Donc, on est à cette interface. Donc, il faut qu'on parle un langage qui soit quand même compréhensible. Donc, on fait des formations sur le travail avec les voix, sur la paranoïa, sur le rétablissement en santé mentale, mais dans une perspective d'appropriation pour soi-même du processus de rétablissement, pas pour l'imposer aux autres. Et puis, on a des formations enfin, je suis en train de développer une formation sur les interactions. On m'a demandé des formations sur les relations humaines et la communication.
et elle va s'appeler Interaction. Euh, voilà, et puis je voulais dire un mot aussi sur les éditions Faille, puisque Ah oui, oui. avec Alizé Lacoste-Janson, on a créé une maison d'édition pour diffuser des œuvres qui sont généralement publiées en anglais pour les traduire en français. Et donc là, on a un livre qui sort là, qui s'appelle Donner du sens à la paranoïa, et qui est qui va être disponible là dans les semaines qui viennent. Il est sous presse, et donc pour les personnes qui souhaitent le commander, ce sera possible très rapidement. Ah mais c'est parfait, on mettra le lien aussi. Ouais, ouais, c'est parfait. C'est parfait, ça montre. Voilà. Mais pour moi, tu vois, tout a du sens. Parce qu'en fait, au niveau collectif, on est dans un tournant. Donc on ne peut pas non plus séparer ça, en Mhm. fait. Je veux dire, on est obligé de. Enfin, on est obligé. En tout cas, chez moi, il y a l'élan, peut-être parce que c'est aussi ma formation de base, mais il y a l'élan aussi. Tout a sa raison d'être, en fait. Voilà. Et la psychiatrie, elle a son utilité. C'est juste, bon, l'état de nos hôpitaux maintenant est terrible, mais voilà, mais en fait, c'est avec, en fait. Et forcément, ben, on est voilà, sur un tournant. Donc on est Mhm. obligé de, euh, de s'associer. Encore une fois, c'est le nous là aussi. Il Oui, n'y a oui. pas les Et- méchants et les gentils d'un côté, c'est pas ça du tout en fait. C'est juste des gens qui ont cette volonté peut-être de faire un petit peu bouger les choses. Oui, oui, oui. Et puis, comme tu dis, moi, je travaille avec des personnes, en fait. Et les personnes, Exactement, il y a des très belles personnes en psychiatrie. C'est exactement. la Mm. distinction entre l'institution et les Et personnes. oui, Oui, et oui, oui, tout à fait, c'est les personnes qu'on rencontre. Oui. et oui. Mm, mm, mm. En tout cas, je te remercie profondément voilà, de ce super agréable moment avec toi. C'était un Merci de ton plaisir invitation, Audrey. Merci. ouais, c'était un plaisir de te donner la parole en tout cas et de mettre ça en lumière parce que je pense que c'est vraiment une belle ouverture. Merci beaucoup à toi.